Bienvenue à tous, donc on continue dans le cours d'ACT 6100. Donc on venait de voir l'idée des méthodes d'ensemble, ok, qui consiste à dire que créer plein de modèles potentiellement pas trop stupides, mais pas forcément incroyablement bons, si possible autant indépendants qu'on voudrait aussi indépendants que possible, euh, c'est une stratégie qui peut être payante. Okay. Donc créer des modèles, les agréger est peut-être plus intéressant que d'aller chercher un modèle directement moyennant des gros problèmes d'optimisation. Donc on avait parlé de cette histoire d'ensemble. J'ai proposé la première méthode, qui est cette idée d'apprentissage en parallèle, c'est-à-dire que je vais créer plusieurs bases et je vais estimer des modèles sur chacune des bases, donc générées par du bootstrap. Et ensuite, on agrège tout ça. D'accord. Donc, c'est ce que j'avais appelé les méthodes de bagging. Enfin, que j'avais appelé, c'est pas moi qui ai inventé le nom, hein, c'est ce qu'on appelle les méthodes de bagging. Et on allait arriver sur un des aspects les plus populaires qui sont les forêts aléatoires. Donc, je vais basculer sur mes slides pour commencer à parler de ces forêts aléatoires, donc qui sont un cas particulier de bagging avec une petite histoire, enfin, un petit point particulier dont je vais discuter à l'instant. Euh, donc, les forêts aléatoires, donc c'est une technique de bagging. Donc, l'idée du bagging, encore une fois, c'est quoi? C'est de dire, et c'était dans cette histoire de parallélisation, c'est de dire j'ai des données. Okay, je vais créer des bases. Donc, je vais avoir une base de données 1, base de données 2, base de données 3. Et on continue comme ça. Donc, on va créer des bases par bootstrap, c'est-à-dire en rééchantillonnant et avec remise. Donc, on avait n observations. Je vais créer une autre base avec n observations en tirant avec remise. Donc, certaines observations apparaîtront plusieurs fois éventuellement. Sur chacun des modèles, je faisais un modèle. Okay, donc, mon modèle va me permettre de récupérer une prévision, donc Y1, une prévision, un ensemble de prévisions. Donc, je vais pouvoir récupérer des prédicteurs et ensuite j'agrège tout ça pour récupérer mon prédicteur unique, essentiellement avec une histoire de moyenne, même si on avait vu que ça pouvait discuter. Donc le point est que les modèles que je construis ici, on les veut relativement simples, qui s'estiment assez rapidement, et on va utiliser des arbres, tout simplement, des arbres de classification ou de régression. Okay, donc à cette étape-là, on va utiliser ces notions d'arbres. Donc ça nous donne l'algorithme générique du bagging. En fait, le random forest va avoir une petite subtilité sur la constitution des arbres qui va nous permettre de gagner sur deux tableaux. Le premier, c'est que ça va nous permettre d'aller plus vite, parce qu'en fait, on ne va pas regarder tous les arbres possibles, mais surtout, ça va nous permettre de créer des modèles relativement différents. C'est-à-dire qu'au lieu de m'assurer que j'ai des modèles, enfin, ce qu'on avait évoqué la dernière fois, c'était qu'on pouvait s'assurer que les modèles sont indépendants, tout simplement en créant des bases, en utilisant des bases différentes. Et donc, comme je n'ai pas les mêmes données, a priori, j'aurais pas je vais casser un peu cette idée de possible dépendance forte entre mes modèles. Mais il y a une autre stratégie qui consiste à jouer un petit peu sur les variables explicatives et de se dire si jamais je n'ai pas accès aux mêmes données, aux mêmes variables explicatives, je ne peux pas arriver aux mêmes prédictions. Voilà. Donc on va pouvoir jouer un petit peu là-dessus pour créer des modèles qui sont plus indépendants et nous faire gagner encore plus en termes de variabilité. Donc je vous ai mis ici l'algorithme des forêts aléatoires, du random forest. Donc l'algorithme est relativement simple. Il est expliqué là. Donc, de quoi est-ce que j'ai besoin? Comme dans tout l'algorithme de bagging, j'ai besoin de dire combien d'arbres je veux générer. Okay, donc ça, c'est pas que du bagging, hein, ça sera vrai aussi dans le boosting, c'est vrai dans n'importe quelle méthode ensembliste, c'est combien est-ce que je génère de modèles quelque part. Ici, je génère autant de modèles que de données, donc j'ai ce B. Et il y a une petite subtilité qui apparaît en plus, c'est que j'introduis un paramètre de plus, donc cette histoire de M, M qui est le plus petit que P. Donc P, je vous rappelle, c'est le nombre de variables explicatives à mes dispositions. Okay, en fait, on l'utilisera un petit peu moins. Donc l'idée des forêts aléatoires, c'est de dire que je ne vais pas utiliser peut-être les 1000 variables à ma disposition, mais j'en utilise 100. Okay, donc je vais en utiliser un nombre plus petit que petit m. Okay, donc la méthode, donc j'ai besoin de spécifier ces deux paramètres, hein, ce paramètre m et le nombre d'arbres. Et ensuite, je fais tourner ma procédure de boucle. Okay, ah oui, et autre point important, donc c'est pour ça que j'insistais sur la notion de parallèle, c'est qu'en fait, alors, je sais bien que les cours d'informatique sont relativement légers dans le programme, mais quand on a accès à plusieurs cœurs, donc plusieurs, oui, plusieurs oui, bah, ça s'appelle un cœur, donc je ne vais pas changer le nom. Plusieurs cœurs sur un ordinateur. Dans ces cas-là, je peux lancer les codes en parallèle
Okay, donc, si jamais vous avez accès à un ordinateur avec 4 cœurs, vous pouvez lancer des codes sur vos 4 cœurs en parallèle. Et dans ces cas-là, vous réduisez les temps de calcul par 4 à peu près. Okay, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous voulez lancer 1000 arbres, vous en lancez 150 sur le premier cœur, 150 sur le deuxième, 150 sur le troisième, 150 sur le quatrième. Et ensuite, vous récoltez tout ça. Donc, dans pas mal d'algorithmes qu'on verra à la fois essentiellement sur des random forest, ils nous proposent de paralléliser formellement les codes, c'est-à-dire d'utiliser les différents cœurs d'une machine, ou mieux, enfin, d'utiliser les différents cœurs si jamais vous avez accès à un serveur de calcul. Voilà. Donc, bon, je ne m'amuse pas à rentrer dans les complexités de programmation et d'algorithmique. On peut paralléliser, mais ce n'est pas pour autant qu'on le fera. Enfin, ce n'est pas non plus l'objet de ce cours. Okay, c'est une première introduction au machine learning, donc on va se contenter déjà de comprendre un peu ce qui se passe. Et après, l'efficacité viendra dans le cours de maîtrise. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Donc, j'ai cette boucle, okay, où je vais répéter B fois la même chose. C'est-à-dire, je génère un échantillon. Donc, j'ai mon échantillon B, DB, okay, avec toujours n observations. À chaque fois, je vais créer un arbre. Okay, et comment est-ce que je crée cet arbre? L'arbre, il est créé de manière un petit peu bizarre. C'est-à-dire que donc, je pars toujours de ma population initiale. Et la première étape, c'est de me dire qu'est-ce que j'ai comme variable à ma disposition. Donc, en fait, on va sous-échantillonner les variables à notre disposition. Donc, classiquement, quand on faisait un bootstrap, on avait notre grande base et puis on sous-échantillonnait par ligne. Donc, on disait, je vais prendre la ligne 7, puis la ligne 13, puis la ligne 14. Donc, ce n'était pas du sous-échantillonnage, c'était du rééchantillonnage, okay, dans la procédure de bootstrap. Là, on va faire quelque chose d'un petit peu différent, c'est de dire, OK, j'ai mes données, mais je peux sous-échantillonner au niveau des variables explicatives. Donc, peut-être que je pourrais prendre, peut-être qu'au lieu d'avoir accès à mes 1000 variables explicatives, j'ai accès à la 50e, à la 120e, à la 253e, et ce genre de choses. Okay, donc là, on va sous-échantillonner sur les variables possibles. D'accord? Donc, c'est ce qu'a raconté un petit peu dans la phrase où je dis que à chaque split, on doit minimiser une fonction de perte parmi un ensemble de M features qui ont été choisis de manière aléatoire. Okay, et je le fais à chaque nœud. C'est-à-dire que là, j'avais toute ma population, okay, j'avais tout le monde, et je me demande comment est-ce que je fais mon... donc, on revient à l'étape de séparation en deux branches dans mon arbre. Okay, donc, ce qu'on avait vu quand on faisait les arbres, c'est de dire on parcourt toutes les variables et on trouve la meilleure rupture. Ici, la première étape repose sur le M, le choix du paramètre M. Donc, on avait dit qu'on prenait que peut-être 10 variables. Okay, dans ces cas, j'ai parcouru mes 10 variables et je vais me demander, OK, parmi les M variables, comment est-ce que je fais mon split? Okay, donc, on n'a pas accès aux 1000 variables de départ, on a accès à beaucoup moins. Et on va faire un split. Okay, donc, première étape, c'est de choisir les features. Donc, c'est-à-dire, éventuellement, je vais choisir X7, puis X13, et puis on continue. Okay, je décide de faire mon split suivant une des variables. Donc, par exemple, on va dire on utilise X7. Okay, ensuite, je vais créer deux classes. Et le principe de base dans les constructions des arbres, c'est de se dire, OK, maintenant que j'ai constitué ma première partition, je vais mettre sur un des sous-groupes, donc le groupe que j'avais en partant à gauche, et là, je vais me dire, OK, maintenant, il faut que je partitionne à nouveau. Donc, comment est-ce que je partitionne? Si jamais j'avais un arbre classique, je prendrais toutes mes variables, je chercherais la variable optimale et le seuil optimal, et là, je me dis, non, je vais sous-échantillonner parmi mes variables explicatives, donc peut-être que j'aurai X2, X9, X11, okay, et je me dis, OK, parmi ces M variables, quelle est la meilleure, quel est le seuil optimal? Et je vais découper suivant cette variable, donc peut-être X9. Et je vais recréer des classes. Et puis là, on va répéter encore une nouvelle fois, peut-être, en me disant, OK, je me mets dans ce sous-groupe-là. Ici, si jamais je décide de le découper, je sélectionne M variables au hasard parmi toutes mes variables explicatives et j'essaye comme ça de constituer mes arbres. Donc, à chaque fois que j'ai une subdivision dans mon arbre, au lieu de parcourir toutes les variables, j'en tire M au hasard, okay, et je fais mon split. Okay. Et ça, c'est intéressant parce que tout d'un coup, on introduit une espèce de bruit qui fait que nos arbres vont devenir différents. Donc, on avait dit que les arbres étaient fondamentalement instables. Là, je vais les rendre encore plus instables. Mais instable, c'est bien. Ça veut dire que ça me donne de la variabilité. Et ça fait que mes arbres seront beaucoup moins dépendants. Okay, je vais continuer à être pas trop mauvais. Okay, c'est quand même, si jamais je ne mets pas les meilleures variables, je vais quand même apprendre quelque chose de cet arbre. Okay, donc, je vais quand même aller prendre un petit peu de toutes mes variables. Mais fondamentalement, je devrais avoir quelque chose qui est beaucoup moins dépendant que si jamais j'avais construit les mêmes arbres à partir des mêmes variables. Okay, donc, ça me fait gagner sur l'indépendance. Et on avait vu à quel point l'indépendance était cruciale. Okay, c'est que quand vous regardiez la variance de ma fonction agrégée de prévision, okay, il y avait un terme qui était la corrélation multipliée par l'écart type de chacun des modèles. Okay,
Donc, c'était directement lié à cette corrélation. Donc, si je peux la faire baisser, c'est tant mieux. Et après, il y avait un terme de droite qui était ce 1 moins R sur B. Okay, donc, si jamais ma corrélation diminue, certes, ce terme-là est un peu gênant, mais il suffit en fait d'augmenter le nombre de simulations qu'on va faire pour le faire baisser et le rendre petit. Donc, c'était le terme qui est facilement supprimable parce qu'il y a ce 1 sur B qui fait que je peux le rendre aussi petit que je veux. Le premier, il était compliqué, c'était ce R fois sigma 2. Et ça, c'était plus compliqué parce que la corrélation, elle est quasiment fixée. Donc, avoir des techniques qui vous créent des prédicteurs qui sont moins corrélés, c'est intéressant. Okay, donc, c'est ce que ça fait ici. Donc, avec cette idée, et en plus, ça nous fait gagner du temps. C'est-à-dire, au lieu de balayer toutes les variables possibles, j'en balaye une certaine proportion. Okay, et après, une fois que j'ai fait mes B modèles, je me contente d'agréger tout ça. Donc, avec toujours la même méthode qui est une méthode d'agrégation standard, c'est-à-dire que je prends la moyenne de mes prévisions. Okay, ou éventuellement quelque chose qui serait basé sur une méthode d'affectation par majorité, par exemple. Okay, donc ici, le M, il est intéressant parce qu'on a envie de le rendre petit, okay, dans le sens où plus M va être petit, donc c'est-à-dire moins je sélectionne de variables, plus petite sera ma corrélation, et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'avoir. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on le fait en pratique ? Quand on a une régression, en fait, on divise par 3, de manière assez classique, et quand on a un problème de classif, on prend la racine carrée. Okay. Ceux qui sont intéressés, allez le voir dans le livre de Asti, un type Cheyenne, d'apprentissage machine, où je pense que vous avez une ébauche de preuves pour ce résultat, pour l'intérêt en tout cas de ces valeurs-là. Okay. Donc, l'idée des forêts aléatoires, c'est vraiment de dire je vais faire du bagging, mais en plus, je rajoute une petite subtilité qui est qu'à chaque nœud, à chaque moment où je vais avoir ma subdivision en 2 branches, je tire au hasard, donc je sous-échantillonne mes variables explicatives. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Alors maintenant, c'est mignon, mais on a envie de voir si jamais le modèle se comporte bien. Donc, il y a un concept qu'on va revoir et ressortir un peu tout le temps, qui est une histoire de error out of bag. Donc, j'en avais parlé un tout petit peu quand j'avais parlé de validation croisée. Okay, donc, l'idée de la validation croisée, c'est de se dire il y a des données qui me servent à apprendre et des données qui me servent à tester. Okay, quand on fait du bootstrap, on a ce qui a été ce qui a été échantillonné. Puis, ce qu'on avait dit, c'était il en reste toujours une certaine proportion, puis qui n'est pas petite, puisque, en gros, une observation a à peu près 30 chances sur 100 d'être prise dans un échantillon en bootstrap. Okay, de l'ordre de l'exponentielle moins 1, 37%. Donc, on va utiliser les arbres en fait qui ont été constitués sans l'observation. D'accord ? Donc, si jamais j'ai envie de regarder la prévision qui a été faite pour une observation XI, okay, je ne vais pas utiliser les arbres qui se sont basés sur cette observation, je vais prendre tous les arbres dans lesquels I n'était pas retenu dans l'échantillon de départ. Okay, donc, supposons que je m'intéresse à une prévision pour Y1. Okay, la prévision que je vais construire pour Y1, ce n'est pas celle qui est construite sur l'ensemble de mes observations. Je me contente de prendre les arbres qui ont été construits sur des bases bootstrappées dans lesquelles l'observation X1 n'était pas présente. Okay, ce qui me donne une espèce de légitimité, en tout cas, pour affirmer que notre algorithme ne surapprend pas. On le verra, les forêts aléatoires ont tendance à surapprendre. Okay, c'est-à-dire que si vous vous contentez de regarder ce que ça vous donne sur vos données, il y a des cas pour lesquels on a des modèles parfaits. Voilà. Dans le sens où votre classifieur, il va avoir tout le monde qui est mis dans la bonne catégorie, mais c'est un peu facile parce que c'est là-dessus qu'on a appris. Okay, si jamais on veut vraiment pouvoir discuter de la qualité d'un modèle, je ne la fais jamais sur des données sur lesquelles j'ai appris. Je le fais toujours sur du out of sample, ce qui dans le cas du bagging va devenir du out of bag. Okay, donc la mesure en out of bag, ce sera du MSE par exemple, ce qui est une mesure assez classique en régression, ou alors un taux de mauvaise classification, mais dans lequel les grandeurs prédites sont celles qui ont été construites précisément sur ce out of bag. Okay, donc c'est aussi pour ça que c'est compliqué, c'est que je ne me contente pas de récupérer des prévisions ou de recréer juste les modèles, je suis obligé de stocker à chaque fois énormément d'informations. Donc quand vous faites 1000 modèles sur une base qui contient 5000 données, à chaque fois je suis obligé quand même de tenir, de garder en mémoire quelles sont les données qui ont été utilisées pour faire ce modèle. Okay, essentiellement pour que quand je calcule mon erreur out of bag, je puisse regarder quels sont les arbres qui ont été construits sans la variable 1, sans l'observation 1. Pardon. D'accord ? Il y a une autre grandeur qui sera pas mal utilisée, c'est les notions d'importance de variable, variable importance. Donc j'avais déjà parlé un petit peu dans la constitution des arbres à la toute fin.
Okay, où je vous disais qu'on allait tenir compte, en fait, pas juste du gain, par exemple, sur l'indice de Gini, pour la variable sélectionnée, mais se dire je le fais pour toutes. Et donc, une variable qui n'aurait pas été sélectionnée, mais qui se comportait très très bien, peut-être parce que potentiellement elle est très, très corrélée avec l'autre, dans ces cas-là, elle va avoir une importance relativement grande. Okay, donc, on peut calculer ces grandeurs-là, et puis bien sûr, une fois, tout ce que je pouvais faire sur les arbres, je le généralise dans les forêts. D'accord. Alors, il y a beaucoup de choses qui traînent sur les importances de variables. Il y a aussi une autre manière de le définir qui avait été faite, c'est de se dire qu'on s'amuse à perturber une variable. D'accord. Donc, pour voir si une variable est importante, je la brute un tout petit peu. Okay, donc, c'est ce qui est évoqué ici. Ou pour la variable J, par exemple, je rajoute un petit bruit sur une observation et je me demande ce qui va se passer. Donc, je regarde le risque, okay, donc disons un risque quadratique, par exemple, et je regarde comment mon risque quadratique change quand une observation est légèrement perturbée sur une des variables. D'accord. Donc, si en la perturbant, ça la fait disparaître de la régression, c'est sûrement qu'elle n'était pas très robuste. C'est ce genre de choses. Okay. Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent se faire. Ok, donc on arrive maintenant sur la fin de ce que j'ai raconté en gros sur cet apprentissage en parallèle. Okay, donc je vais juste montrer un petit peu de code en R. Donc je le refais sur ma base de données de crédit. Okay, donc on avait vu qu'on pouvait faire une régression logistique, on avait vu qu'on pouvait faire un arbre, on avait aussi fait un SVM parce qu'il me fallait 3 modèles tout à l'heure. Mais je vais ici faire une forêt aléatoire. Donc ma forêt aléatoire, c'est j'utilise le package Random Forest, donc il me permet de faire de construire cette forêt aléatoire. Okay, donc la syntaxe, elle est très simple, elle ressemble à ce qu'on a utilisé jusqu'à présent. Donc j'ai mon modèle, j'ai un y tilde point pour dire utilisons toutes les variables explicatives et j'utilise ma base de données. Okay, donc en fait, à chaque fois, j'ai pas besoin ici. Alors je vais t'amuser à constituer une base d'apprentissage et une base de test. Okay, mais j'ai pas vraiment besoin de le faire. On verra que ça pourrait être utile à un moment, en particulier quand on veut s'amuser à comparer test et apprentissage, juste pour voir ce que ça donne. Mais en fait, quand je lui demande de construire sur toute la base, il va me bootstrapper à l'intérieur et garder des informations. Donc, par exemple, j'ai une information sur le out of bag estimate de l'erreur. Okay, donc, on est à peu près à 23%. Donc, c'est à peu près cohérent avec ce qu'on avait obtenu la dernière fois. Okay, j'ai ma matrice de confusion qui est ici. Okay, donc, on voit qu'on fait des erreurs, mais voilà, c'est la vie. D'accord. Donc, pardon, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc, mon objet de Random Forest s'appelle fit. Okay, donc, c'est ça qu'on va pouvoir utiliser. Donc, j'ai une fonction qui s'appelle Variable Importance. Donc, j'ai mon Variable Importance Plot qui me permet de récupérer ce graphique qui est le graphique des variables d'importance. Donc, contrairement à ce qu'on avait fait quand on l'avait fait sur un arbre, je m'étais contenté de le faire sur un jeu de données, un arbre, donc il m'avait dit quelles étaient les variables importantes. Là, j'utilise tous les milliers d'arbres qui ont été générés. Par défaut, je crois que c'est 1000. Okay. Pardon, c'est 500. Ici, il m'a généré 500 arbres. Okay. À chaque étape, il utilise 4 variables. Donc ici, ce 4, ça correspond à mon M. Okay. Celui-là, ça correspond à mon B. Donc j'ai bien les deux informations dont j'ai besoin dans mon algorithme, mon B et mon M. Okay. Et il y avait, je ne sais plus, une vingtaine de variables. Donc ça correspond effectivement à quelque chose en racine de. C'est à peu près du racine de n, de racine de p, pardon. Donc j'ai 20 variables, racine carrée de 20, c'est un peu plus que 4, puisque 4 au carré, ça fait 16. Okay. 5 au carré, ça fait 25. Donc effectivement, on hésite entre 4 et 5, il a pris 4. D'accord. Donc, ici, je peux récupérer des. Alors, encore une fois, je peux regarder chacune des prévisions, je peux la discuter. On reviendra sur l'utilisation du random forest quand on fera quand je présenterai les réseaux de neurones, et en particulier des classements d'images. Donc, on essaiera de voir ce que c'est qu'une image qui est mal classée. Ici, j'ai des crédits qui ont été mal classés. Donc, il y a des personnes où je me dis, je prédis qu'il va y avoir un défaut de paiement, et il n'y en a pas. Et d'autres, au contraire, où je dis, il n'y en a pas, et finalement, il y en a. Ok, donc, quand je veux inspecter un peu ce qui se passe dans mon modèle, on utilise des fonctions dont j'ai déjà parlé. Donc, il y avait des histoires de partial dependence plot. Et il y a ces notions de variable importance. Donc, ils me disent un petit peu quelles sont les variables qui interviennent pour construire mon classifieur. Okay, donc, ici, j'ai les valeurs sur les gains sur l'indice de Gini, okay, qui malheureusement ne sont pas ordonnées. Donc, quand vous faites la fonction fit et important, il vous donne toutes les valeurs. Donc, de mémoire, dans l'ordre dans lequel vos variables sont dans la base de données. Okay, donc, on peut voir, par exemple, que les 4 plus grandes, c'est ces 4-là, qui correspondent aux 4 qui sont là. Alors, j'aurais pu mettre la 5e parce qu'elle est quand même relativement proche. Mais voilà, donc j'ai le graphique à droite, j'ai les valeurs à gauche, qui me permettent de voir quelles sont les variables les plus importantes. Donc, la première, c'est le montant du crédit.
qui est la variable la plus importante pour savoir si jamais il y aura un défaut de paiement. Il y a la balance du compte courant, je pense. Il y a la durée du crédit. Alors, j'ai pas de signe, par exemple. Je sais juste que la durée du crédit va avoir un impact sur le taux de remboursement ou pas, mais je sais pas trop dans quel sens. Est-ce que c'est un crédit qui est long, risque d'avoir plus de chances d'avoir un défaut ou pas? Je n'ai pas de signe. D'accord. C'est juste est-ce que cette variable elle me sert à quelque chose? Okay. L'âge est la quatrième variable la plus importante. Okay. Donc l'âge de la personne est manifestement une variable importante, mais encore, je ne sais pas exactement comment elle intervient. Donc, il y a toutes sortes de variables qui interviennent dans ce modèle. Voilà, je ne vais pas passer des heures là-dessus. L'idée, c'est plutôt de voir les codes et puis de jouer avec. En particulier, vous aurez le devoir 2 pour lesquels vous pourrez vous pratiquer sur différentes sortes de modèles. Alors, je peux visualiser. Alors, je n'avais jamais vraiment fait. Pardon, j'ai l'impression que j'ai un souci de slides. Ok, voilà, c'est mieux. Donc j'ai utilisé des fonctions que je n'ai jamais vraiment utilisées qui consistent à faire tout simplement un plot de la variable y tilde x, ce qui vous donne ce genre de graphique qui, ma foi, peut être assez intéressant. Donc y, c'est une variable factorielle, d'accord, donc qui prend deux modalités 0 ou 1, et il vous renvoie ce genre de graphique, donc soit présenté de manière continue quand la variable x est continue, mais aussi présenté sous forme de facteur quand la variable est factorielle. Donc par exemple sur le montant, on n'a pas le montant exact du compte chèque, mais on a 4 variables, donc je pense que 1 doit être solde négatif, 2 on est proche de 0, 3 on sait qu'on a un petit peu de marge, et 4 c'est qu'on est confortable. Et donc on voit effectivement que on est la probabilité quelque part, enfin plutôt le nombre de défauts diminue avec la variable factorielle de la balance. Encore une fois, c'est une variable ordonnée, donc j'ai le droit d'introduire une notion d'ordre. Mais voilà, on va arriver à toutes sortes de choses. Donc sur le montant, là on commence à voir dans quel ordre est-ce qu'on espère avoir une évolution. Okay. Donc sur le montant, par exemple, on a quelque chose qui est un peu, qui n'est pas forcément monotone. Okay, encore une fois, parce qu'essentiellement sur les tout petits montants, on peut avoir pas mal de défauts. C'est que les personnes qui empruntent des tout petits montants sont généralement des personnes avec des difficultés financières. Donc on a l'impression qu'on était un petit peu plus élevé au début, puis on a une espèce de parabole. Okay. Donc sur les très gros montants, c'est plus facile d'avoir des défauts de paiement. Sur la balance, on a l'impression d'avoir quelque chose qui est quand même croissant. Et sur l'âge de la personne, j'aurais quand même envie de dire qu'on est un petit peu décroissant, mais ça reste. Sur la fin, on ne sait pas trop. D'accord. Donc on voit arriver, voilà, on a quelques statistiques. Donc là, ce n'est pas le modèle, c'est vraiment juste les données brutes, où je me contente de croiser les variables. Okay. Après, si jamais je veux aller un petit peu plus loin, là, on peut regarder toutes sortes de choses. Donc en particulier, je crois qu'on fera du partial dependence plot juste après. Là, j'avais juste une petite discussion sur combien d'arbres il faut faire. C'est que par défaut, il en prenait 500. Est-ce qu'il y a besoin d'aller beaucoup plus loin? Alors ici, on a l'erreur de out of bag. Okay. Donc son évolution en fonction du nombre d'arbres qu'on constitue. Et ce qu'on voit, c'est que quand même, on est relativement stable, peut-être à partir d'une centaine. Okay. Donc on s'arrête à 500. Voilà, 500 était la valeur par défaut qui avait été prise dans R. Je pourrais aller jusqu'à 5000, ça va juste m'augmenter mon temps de calcul, mais en fait, ça ne change pas grand-chose. C'est ce qu'on observe ici, puisque je le fais jusqu'à 5000. Okay. Jusqu'à 5000, l'avantage, c'est que je peux changer le nombre, le M. Et ce qu'on voit, c'est que un M va avoir un impact ici. C'est que si jamais je prends un M qui est trop petit, on a l'impression que l'erreur out of bag, elle est un peu plus élevée que si j'en prenais 10. Okay, donc on voit qu'on est tenté pour prendre un M relativement petit. On avait vu que ça devait baisser notre variabilité, mais ce n'est pas exactement le cas. D'accord. Ça reste relativement faible. Encore une fois, je me bagarre entre du 0,24 et du 0,23. Okay. Mais bon, ça fait quand même un gain de peut-être de 5%. Okay. Donc c'est pas non plus négligeable. Okay. Après, il n'y a rien de robuste ici. Encore une fois, si jamais j'avais tenté 7, ça se trouve 7 serait au-dessus. Enfin voilà, c'est ce que j'ai obtenu sur une simulation en générant comme ça 5000 arbres. Donc il y a un petit peu de robustesse parce que j'ai quand même généré 5000 arbres, mais sur d'autres données, sur d'autres choses, je pourrais avoir toutes sortes de résultats. Okay. Donc c'est un peu ce qui était obtenu ici. Donc pour revenir à mon histoire de partial dependence split, c'est comme ça qu'on va essayer de comprendre comment le modèle fait de la prévision. Okay. Donc on avait vu qu'il y avait 3 variables continues qui étaient importantes. Il y a le montant du crédit, la duration du crédit et l'âge de la personne qui a souscrit le crédit. Okay. Et on observe donc ces différents montants. Donc on voit que la durée, il semble nous dire qu'on est presque linéaire au début, puis qu'après on est constant. Okay.
Si mais je regarde l'âge, on a l'impression qu'on va décroître et puis augmenter. Donc on a l'impression qu'on a une influence de l'âge qui est loin d'être monotone. Okay. Donc les personnes visiblement les moins risquées sont les personnes qui ont entre 30 et 40 ans, mais manifestement donc les jeunes et les personnes plus âgées sont plus risquées que les autres. Okay. Et le dernier point, c'est sur le montant du crédit. Donc on observe un peu ce qu'on avait dit tantôt, c'est-à-dire je suis un petit peu important au début, puis ensuite je vais avoir tendance à monter, puis à baisser. Okay. Donc ce modèle, encore une fois, il n'est pas interprétable, mais je vous avais dit, quand j'avais parlé un petit peu d'interprétabilité de modèle, ce genre de choses peut être utile si jamais vous voulez améliorer votre GLM. Parce que les GLM sont intéressants essentiellement parce qu'ils sont interprétables. Une régression logistique, je sais parfaitement comment ça marche, je vois mes coefficients, je vois leur intervention dans mon modèle et ce genre de choses. Donc, avoir un GLM, c'est bien parce qu'on comprend ce qui se passe. Okay. Éventuellement, je pourrais me dire, comme j'ai l'impression qu'il y a des effets non linéaires, j'en tiens compte. Je peux mettre quelque chose de linéaire ici, linéaire là et linéaire là. Okay. Ça, c'est ce que j'aurais si jamais je me disais, je vais mettre des splines. Okay. Éventuellement, je me mets des splines avec un nœud peut-être à 2500 et un nœud ici vers 12 000. Okay. Si jamais vous faites des fonctions qui sont linéaires par morceau, vous allez récupérer ce genre d'effet. Et pareil ici. Je pourrais parfaitement me dire, je vais tenter un modèle linéaire juste avec une spline linéaire à 50 mois. Okay, pareil ici, je peux me dire, je suis décroissant jusqu'à 35 ans, puis ensuite je suis linéaire. Donc on peut probablement récupérer un modèle avec des splines qui capturent en tout cas ces effets non linéaires. Il y a d'autres choses qui sont capturées dans les random forest, en particulier des effets croisés potentiellement. Okay. Ici, je ne les creuse pas, mais je peux au moins capturer des effets non linéaires que je pourrais ensuite intégrer dans un modèle GLM, par exemple. Okay. Donc, c'est un petit peu ce qui est fait ici. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là, je suis toujours sur la même chose. Ah oui, je voulais regarder. Oui, pardon. Je voulais regarder l'apprentissage des modèles sur une base de test et sur une base d'apprentissage. Donc, c'était juste pour vous montrer un point, c'est que quand on fait du random forest sur une base de données et qu'on se contente de faire une prévision sur ces données, le modèle il va être incroyablement bon. Donc, c'est un peu ce que je fais ici, où je fais une base de train. Okay. Donc, j'ai un train qui est construit ici, donc où je dis, je vais juste faire un random forest sur cette base-là. Donc, je prends 667 observations. Okay, que je vais garder, puis à l'intérieur, je fais mes 500 arbres, à chaque fois, je tire 4 variables. Okay. Si jamais je lui demande si jamais je demande d'avoir la courbe ROC, okay, donc la courbe ROC sur ma base de... alors, il y a une erreur, je pense, dans l'écriture, parce que le code était bon. Ici, je dois avoir du Y-train. Okay, donc si je fais ma courbe ROC sur le Y-train que je compare avec le Y, non, c'était juste qu'en fait, celui-là aurait dû s'appeler train. Donc le code est bon, c'est juste que les noms sont stupides. Donc je fais un predict sur ma base de train, okay. Je lui demande de me prédire une proba. Alors juste pour info, quand vous faites un predict d'une proba dans un random forest, il va vous renvoyer deux colonnes. La colonne des probas des 0, la proba des 1. Donc comme dans les GLM, on a toujours uniquement la colonne des probabilités de valeur 1, je prends la deuxième colonne. Et en fait, quand vous construisez la courbe ROC, vous avez cette courbe ici. C'est-à-dire qu'il a parfaitement réussi à identifier il a semble-t-il, parfaitement classé. Okay. Au contraire, si jamais je fais une courbe ROC sur la base de test, je suis un peu plus bas, donc là on est un peu plus réaliste. Okay, mais la pertinence d'un random forest ne se fait jamais sur la base sur laquelle on a appris, parce que sinon on a l'impression qu'on construit un modèle parfait. Ok. Donc juste pour comparer, oui, donc ici j'avais ma courbe ROC obtenue sur la base d'apprentissage, sur la base d'un train, pardon, sur la base de test. Ok, donc là c'est ma courbe ROC sur la base de validation. Ok, juste pour comparer, j'avais juste fait mon GLM. Ok, donc pareil, je fais un GLM qui est appris sur la base d'apprentissage, je le teste sur la base d'entraînement et on voit qu'on est quand même plus bas. D'accord, donc c'est cette courbe-là. On a un AUC qui est de l'ordre de 72%. Okay, alors qu'ici, on était plutôt aux alentours de 78%. Donc effectivement, mon random forest est meilleur, mais encore une fois, c'est assez classique d'avoir un random forest meilleur qu'un GLM, parce qu'un GLM, c'est un modèle avec quelques variables explicatives, alors que mon random forest, c'est jamais que 500 arbres. Donc c'est quand même assez gros. Okay.
La seule chose, c'est que mon GLM n'est pas forcément terrible. Mon GLM, en particulier, il n'est pas du tout optimisé. Dans le sens où ma régression, elle est faite sur toutes les variables. Okay. Donc, si jamais il y a des variables qui ne me servent à rien, elles vont me rajouter du bruit. Et donc, ça ne sera pas forcément terrible. Okay. Donc, dans quelques capsules, je ferai un cas où, justement, j'essaye de vous montrer ce qui se passe quand je combine ça, par exemple, avec du lasso. Okay. Donc, je prends plusieurs valeurs de lambda et puis je regarde les différents modèles qui ont été construits par GLM et je regarde le AUC que ça donne. Okay. Et on voit que en prenant différentes valeurs de lambda, on peut récupérer des modèles avec des AUC relativement différents. Donc, faire la sélection de variables dans un modèle GLM, c'est important. Et l'autre point, c'est que j'ai un modèle dans lequel je n'ai pas transformé mes variables, alors qu'on vient de le voir. L'âge, il n'intervient pas de manière linéaire. Donc, si je mets une simplification en disant que c'est linéaire, oui, c'est un modèle qui est moins bon. D'accord. Mais si jamais j'avais commencé à rajouter des splines sur mes variables continues, on aurait peut-être pu obtenir un 78% également. Okay, donc, il faut toujours faire attention quand on compare des modèles. Il faut peut-être aussi comparer des choses qui sont comparables. Et en particulier, on le verra quand on fera des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones battent tous les autres modèles, mais le prix, il est important. C'est qu'on introduit beaucoup de paramètres. On y perd complètement en termes d'interprétabilité. Voilà, les random forest marchent bien. L'idée est assez maligne, dans le sens où je vais paralléliser mes calculs et construire plein de petits modèles qui ne sont pas forcément très très bons, mais une fois que j'agrège, je récupère quelque chose de bon. Et surtout, je peux capturer toutes sortes d'effets. Okay. Donc, c'est un petit peu le point que j'évoquais au tout début de ma discussion en vous disant les méthodes ensemblistes permettent de sortir du champ des modèles possibles. Okay. Et c'était vraiment l'idée que des fonctions en escalier, quand on en combine plein, on peut récupérer toutes sortes de modèles relativement bons. Okay. Je m'arrête là, en tout cas, pour les apprentissages en parallèle. On va essayer d'avancer un petit peu dans la prochaine capsule en parlant des apprentissages séquentiels, donc en série. Quand on fait un modèle, puis qu'on apprend du modèle précédent, puis qu'on va apprendre du modèle précédent du précédent, puis on avance comme ça au fur et à mesure. À très bientôt.